Bonjour, mon nom est Christine Laliberté. Je suis infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Je suis conceptrice et chargée de projet pour le modèle Archimède à la Clinique médicale Saint-Vallier à Québec. Je suis aussi présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec et j'ai été chargée de cours de 2010 à 2022 à l'Université Laval pour la relève infirmière praticienne spécialisée et nous sommes aujourd'hui mercredi le 25 janvier 2024. Bonne présentation. Le modèle de soins de service Archimède est un modèle détaillé en partenariat avec l'usager qui est axé sur l'utilisation optimale des compétences des professionnels, mais aussi sur des trajectoires de soins qui vont déterminer que l'usager va rencontrer la bonne ressource professionnelle selon son besoin, sa raison de consultation. Un premier enregistrement est disponible à cet effet si vous le souhaitez et vous aurez les coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 5 grandes étapes d'implantation pour pouvoir implanter le modèle dans vos milieux. Sous l'angle de notre propre expérience à la Clinique médicale Saint-Vallier à Québec, on va donc voir comment préparer le milieu à l'implantation, définir les paramètres de la pratique, planifier et organiser le déploiement, déployer la stratégie d'implantation et soutenir la pratique clinique et finalement évaluer les changements et améliorer la pratique en continu. Le modèle Archimède repose d'abord et avant tout sur une philosophie, c'est d'occuper pleinement son champ d'exercice et la possibilité de référer à n'importe quel professionnel de notre équipe sans nécessairement passer par le médecin. Donc, c'est vraiment le besoin du patient qui va déterminer le bon professionnel à consulter. La première étape pour amorcer le modèle Archimède, c'est de préparer le milieu à l'implantation. Donc, Archimède a été réfléchi pour être un modèle en soi avec son propre cadre budgétaire et ses obligations spécifiques. On voulait voir dans le fond jusqu'où on pouvait aller comme équipe pour amener la pratique dans un contexte de collaboration interprofessionnelle optimale en mettant en place plusieurs stratégies complémentaires. Par exemple, pour nous, on a combiné une épuration des raisons de consultation dans les premiers temps et ça nous a permis de créer des trajectoires de soins pour diriger les usagers vers les bonnes ressources professionnelles de l'équipe. On a mis l'emphase aussi sur l'éducation à la santé pour une saine utilisation des rendez-vous, mais aussi pour l'autogestion des soins et l'accès adapté. En 2015, à la demande du ministère, on a eu l'exigence de bâtir le modèle dans un GMF avec le cadre financier GMF et ses obligations. Notre expérience, par contre, nous a démontré que le modèle pourrait se déployer dans plusieurs milieux si la volonté est présente. Ce qui est important, c'est vraiment de rester centré sur la philosophie du soin. Donc, ça veut dire qu'au-delà des GMF, on pourrait instaurer Archimède autant en CLSC, dans des cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées, tout type de cliniques interdisciplinaires, des dispensaires et même des cliniques externes en centre hospitalier. En fait, vous êtes vraiment libre de le faire dans le milieu de votre choix tant que la philosophie va rester prioritaire. Pour amorcer l'expérimentation d'Archimède, dans notre cas, à la Clinique Saint-Vallier, on avait 6 médecins à temps partiel en pré-retraite. Donc, on avait à ce moment-là un financement du GMF de niveau 2 qui prévoyait 3 ressources professionnelles en plus des médecins. Le ministère a ajouté 3,5 millions sur 5 ans pour payer pour des ressources professionnelles supplémentaires que nous, on a réparti en fait en 7,5 personnes pour avoir plus de professionnels diversifiés. C'était donc 5 professionnels temps complet qui étaient prévus. Il faut savoir que les infirmières praticiennes ne font pas partie des cadres budgétaires du GMF ou d'Archimède en lien avec le ministère, mais plutôt dans les postes spécifiques dédiés aux IPS. Donc, on avait 4 infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne et vers 2020-21, on a ajouté une collègue IPS en santé mentale. Et en 2023, nos postes d'IPS-PL sont maintenant rendus au nombre de 6. Archimède a été considéré comme un projet novateur. Il a donc été développé comme pratique de pointe en collaboration avec le service des pratiques de pointe et des mandats nationaux de l'ADO, qui est la direction de l'enseignement et des affaires universitaires. Il y a aussi une équipe de recherche dirigée par Nancy Côté, professeure, avec les équipes de recherche de Vitam, qui était là pour évaluer l'implantation du projet.
Donc, on remercie particulièrement Mélanie Couture et son équipe qui ont été vraiment présents avec nous là, de l'ado depuis environ 2020. La première étape, c'est important d'évaluer la pertinence d'instaurer le modèle. Pour nous, en fait, le contexte était que les 6 médecins devaient partir à la retraite dans un horizon de 5 ans. Le recrutement médical était difficile, puis une des raisons à ça, c'était le territoire. En fait, on est situé dans la basse ville de Québec. On a une clientèle qui présente des besoins qui sont de plus en plus complexes, mais aussi avec des conditions socio-économiques qui sont défavorables. Les usagers sont de plus en plus, en fait, il y a le vieillissement de la population. Et on a beaucoup de facteurs de risque associés. Par exemple, on a beaucoup de problématiques liées à la drogue, à l'alcool, beaucoup de tabagisme aussi. On est dans un milieu aussi où il y a beaucoup de réfugiés politiques, il y a beaucoup d'immigration. Donc, c'est un contexte qui était moins évident pour la relève médicale. Et il y avait donc un risque de fermeture imminente de la clinique. Et on s'est dit que si on proposait un modèle qui était plus facile et plus simple d'accès, ça serait plus attractif aussi pour la relève, autant médicale que pour les autres types de professionnels de la santé. Évaluer la pertinence et la faisabilité d'instaurer le modèle, il faut faire un portrait du milieu, mais aussi de notre équipe. Donc, on voulait passer d'un modèle qui était médico-centriste pour le transformer vers une approche d'équipe interdisciplinaire en se répartissant la complexité des soins et les responsabilités. Donc, par le modèle, on dit souvent qu'on a inversé la pyramide. En fait, c'est que habituellement, dans les cabinets GMF, il y a beaucoup de médecins et un peu moins des autres ressources professionnelles. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé le milieu en augmentant le nombre des autres ressources professionnelles pour travailler en collaboration, incluant l'équipe médicale. Donc, on a l'accès aux services est réparti parmi la totalité des intervenants. Plutôt que de passer d'abord par un médecin ou même l'infirmière praticienne en soins de première ligne, on est plutôt allé par les raisons de consultation. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'Archimède comme la clinique aux 20 portes d'entrée. En fait, c'est les usagers peuvent passer par l'un des plus de 20 intervenants de la clinique. Donc, avant d'amorcer le projet, on avait donc 6 médecins temps partiel avec 2 infirmières cliniciennes temps complet, une infirmière praticienne en soins de première ligne et une travailleuse sociale. Et ce qu'on souhaitait comme équipe, c'était de renverser, on a dit, la pyramide. Donc, on était 8 infirmières, donc 4 infirmières cliniciennes et 4 infirmières praticiennes. Et on désirait avoir au moins 4 médecins en équivalence temps complet et 7,5 autres professionnels. Donc, qui sont ces autres professionnels? C'est physiothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues, inhalothérapeutes, nutritionnistes, kinésiologues et aussi un pharmacien qui vient environ une journée semaine et on travaille en collaboration avec plus de 50 à 60 pharmacies communautaires. Donc, et comme mentionné un petit peu plus tôt, vers 2020-2021, on a ajouté l'arrivée d'une collègue infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Alors, on parle depuis tantôt de l'origine et de la philosophie d'Archimède. En fait, on vous explique pourquoi on l'a appelé modèle Archimède. C'est vraiment en raison du principe du levier. Si on regarde l'image sur la diapositive, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'affairent autour d'un levier pour essayer de soulever la pierre. Archimède, dans le fond, disait toujours « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que la pierre, en fait, représente le niveau de complexité actuel des soins et services. On pense, entre autres, à l'évolution technologique, les changements climatiques avec leur impact sur la santé et l'environnement, le vieillissement de la population, les nombreuses comorbidités et le nombre incalculable de lignes directrices qu'on doit considérer et tenir en compte pour l'ensemble des problématiques dans lesquelles on fait nos suivis. Et le levier, lui, représente le travail d'équipe qui vient justement faciliter la prise en charge en se répartissant le travail parmi l'ensemble du groupe. Donc, ça devient beaucoup moins lourd et beaucoup plus accessible de faire une approche, même s'il semble y avoir beaucoup de complexité dans les soins. Donc, Archimède visait vraiment à faire éclater le modèle médico-centriste
vers le modèle où vraiment le travail va reposer sur chacun d'entre nous en équipe et non plus seulement uniquement sur les médecins ou les infirmières praticiennes spécialisées. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut facilement transposer le modèle dans différents milieux, peu importe qu'il y ait une présence médicale ou non, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment travailler ensemble, tout le monde de l'équipe, et nous, on a vraiment décidé de collaborer en incluant médecins et infirmières praticiennes ensemble. Si on se rappelle, en 2017, le cadre GMF prévoyait que seuls les médecins pouvaient offrir une couverture à la clinique et ils ne pouvaient pas avoir d'heures sans présence médicale. Alors, dans le cadre du projet Archimède, le départ anticipé des médecins à la retraite demandait un ajustement jusqu'à l'arrivée, en fait, des nouveaux médecins à la clinique. Et on a demandé, pour pouvoir démontrer le modèle, à ce que les infirmières praticiennes puissent assurer la couverture sans présence médicale. Donc, on était ouvert 68 heures par semaine, 7 jours sur 7. Et à ce moment-là, plus de 90% du temps, ce sont les infirmières praticiennes en soins de première ligne qui ont maintenu le sans rendez-vous et les heures d'ouverture de la clinique. Avec les années, la contribution médicale a augmenté selon leur garde respective à l'extérieur de la clinique. Habituellement, ils peuvent couvrir jusqu'à 20-25% des heures selon vraiment là, leur disponibilité, ce qui fait que majoritairement, ça demeure une couverture par les infirmières praticiennes spécialisées. Donc, les 6 médecins ont quitté progressivement et ont été remplacés par 6 nouveaux médecins entre 2017 et 2020-21. En moyenne, la présence médicale à les cliniques a été d'à peu près 2,7 équivalents temps complet pour l'ensemble des médecins pendant les dernières années depuis l'ouverture en 2017. Il y a un moment où on a eu un départ précipité d'un médecin qui laissait 1200 personnes sans inscription à la clinique. Et à ce moment-là, les infirmières praticiennes, qui étaient 4, ont séparé 300 personnes chacune pour maintenir le service jusqu'à ce qu'un médecin puisse éventuellement les réinscrire à la clinique. Donc, ce que ça fait, c'est que nos inscriptions et les codes de vulnérabilité associés aux diverses pathologies des personnes suivies à la clinique ont été perdus. Donc, actuellement, on a environ 7100 personnes avec une pondération qui tient compte de leur vulnérabilité présentes à la clinique, mais en réalité, on en a beaucoup plus parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas inscrites, mais suivies par nous, ou encore qui n'ont pas leur code de vulnérabilité qui fait augmenter le niveau de pondération de la clientèle. Donc, avec le temps, il a été projeté d'augmenter de 4 à 6 infirmières praticiennes en soins de première ligne pour compenser, en fait, pour les absences des 4 médecins temps complet qu'on souhaitait avoir au début du projet. Par contre, tout ça nous a permis de rester ouverts 68 heures par semaine, 7 jours sur 7 en tout temps, même pendant la pandémie. Alors, on peut penser que les patients suivis à la clinique ont vraiment là, reçu des services en tout temps, peu importe les imprévus. La première étape, on doit identifier et solliciter les principaux collaborateurs. Alors, comme on avait un nouveau modèle, ça nécessitait vraiment beaucoup de changements. Les transformations impliquaient aussi beaucoup d'employés avec des titres professionnels différents et ça incluait aussi les adjointes administratives, mais aussi les médecins. Donc, on avait besoin d'un chargé de projet pour coordonner l'ensemble et transmettre la philosophie du modèle. Et ça prenait aussi un appui des gestionnaires du CIUS de Capitale-Nationale pour accompagner les équipes qui étaient sous leur gouverne. Dans notre cas, on avait un responsable des infirmières praticiennes et un autre responsable pour le reste d'équipe professionnelle. Tous les médecins se sont engagés en se répartissant les tâches pour le fonctionnement de la clinique et la directrice administrative, elle a été en support avec l'équipe du secrétariat. Il y a plusieurs directions du CIUS Capitale-Nationale qui ont soutenu le projet et le ministère, comme vous avez vu, qui a financé une partie des salaires des professionnels de l'équipe, mais aussi la recherche. Donc, eux étaient aussi présents pour valider l'évolution du projet. Donc, au cours des 18 premiers mois, on avait un plan d'action qui était quand même assez condensé. On avait aussi des enjeux qui étaient principalement associés à l'ambiguïté dans la répartition des responsabilités de certaines personnes. Donc, en 2018, en octobre 2018, la directrice des soins infirmiers a créé une structure de gouverne à 3 niveaux.
de notre côté, on va revoir là, dans une diapo ou tout près ce qu'est la structure, mais on vous recommande aussi de le faire dès le début du projet. C'est ça qui nous a permis de clarifier l'attribution des responsabilités pour qu'il y ait une meilleure fluidité entre nous, pas d'ambiguïté dans nos rôles, c'était plus facile. Puis en même temps, on a révisé et harmonisé aussi notre plan d'action pour l'adapter là où on en était rendu dans le développement du projet. La structure de gouvernance comprend 3 comités. Il y a d'abord le comité stratégique qui, lui, était sous la responsabilité de la directrice des soins infirmiers du CIUS et de l'équipe responsable au GMF. Et ça nous permettait de faire le lien entre le ministère, le CIUS de la Capitale-Nationale et la clinique médicale Saint-Vallier pour présenter les enjeux et faire part des avancées du projet. L'objectif du comité, c'était vraiment de s'assurer du plein déploiement du projet Archimède. Le deuxième comité, tactique, lui est sous la responsabilité de la chargée de projet. Ses principales responsabilités, c'est de déployer le plan d'action, communiquer le sens du changement et soutenir notre équipe clinique dans l'opérationnalisation des actions à réaliser. Et le troisième comité, le comité opérationnel, est lui aussi sous la responsabilité de la chargée de projet. Il est composé d'experts cliniques qui représentent les professionnels et le personnel administratif de la clinique. Ici, on actualise le plan d'action, on fait ressortir les enjeux, on propose des solutions et si on ne trouve pas de solution, on en fait part au comité tactique. Donc, la chargée de projet, elle était présente dans les 3 comités, ce qui permettait de faire le pont entre tous les comités, mais aussi de s'assurer qu'on maintenait le cap pour bien développer le modèle tel qu'il a été conçu. Finalement, on a aussi l'équipe de recherche qui était présente pour mesurer les retombées du modèle. Donc, on avait un comité consultatif de recherche qui, lui, comprenait aussi des citoyens partenaires. Le comité avait pour but de suivre le déroulement de la recherche, de discuter des aspects méthodologiques, de la réalisation du terrain, des résultats de la recherche et du plan de transfert de connaissances. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait utiliser au fur et à mesure les données quand on avait les résultats pour remodeler ou voir où on avait besoin d'aller faire des travaux supplémentaires, par exemple, pour soutenir certains groupes professionnels davantage. Donc, tous ces détails-là, vous allez les retrouver dans la structure, dans les détails à l'annexe 2 du POSAPA pour lequel vous allez avoir le lien. La clinique Saint-Vallier est extramuros, donc on a des médecins et du personnel administratif en lien avec le GMF, mais on a aussi du personnel prêté par le CIUS Capitale-Nationale selon le cadre GMF et aussi selon l'investissement du ministère pour le personnel octroyé en lien avec le modèle Archimède. Donc, l'IPS chargé de projet va collaborer avec les gestionnaires de tout le monde. Donc, et comme on mentionnait plus tôt, chacun doit maîtriser le modèle et on doit travailler en synergie et en complémentarité pour transmettre la même vision, une vision qui est commune pour faciliter l'adhésion des membres de l'équipe interprofessionnelle au projet. On doit accompagner chaque groupe professionnel, notamment ceux pour qui les tâches, rôles et responsabilités doivent être transformées pour occuper pleinement leur champ d'exercice. Donc, on parle de répartir transversalement entre toutes les parties impliquées le leadership, que ce soit à la clinique, dans le CIUS Capitale-Nationale ou au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et c'est vraiment important, entre autres, pour contrer la résistance aux changements qu'on pourrait rencontrer au cours du développement du modèle. C'est important aussi que la chargée de projet sache les initiatives qui vont se faire à partir des différents groupes professionnels pour s'assurer qu'il y a une cohérence avec l'ensemble des professionnels de la clinique. Donc, le système hiérarchique top-down n'est pas compatible avec la vision Archimède. Tous les collaborateurs doivent être prêts à travailler en interprofessionnalisme, à abolir le travail en silo et à se partager les tâches selon les besoins de la clientèle en priorité. Dans la clinique, il n'y a pas de hiérarchie par titre professionnel. On mise sur les forces de chacun pour faire le travail. Par exemple, une infirmière clinicienne qui fait 30 suivis de diabète par semaine devient plus habile qu'un professionnel qui va faire 4-5 suivis ou ajustements d'insuline par mois. On va miser sur les compétences en priorité dans le suivi de diabète et l'ajustement de traitement des infirmières cliniciennes. On va donc mobiliser le personnel par compétence et non pas par titre professionnel. On va aussi accorder une attention particulière aux adjointes administratives.
C'est elles qui reçoivent les plaintes, qui notent les insatisfactions. Donc, leur rétroaction dans l'ajustement des trajectoires et l'aiguillage de la prise de rendez-vous est super important. C'est elles qui ont le rôle central pour orienter les patients vers le bon professionnel selon la raison de consultation. On doit donc les impliquer dès le départ dans les réflexions, les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire pour réajuster en cours de route, s'il le faut, nos différentes trajectoires. Ce qui veut dire que la directrice administrative a un rôle vraiment important à jouer pour rassembler et mobiliser notre équipe. Donc, elle-même doit maîtriser le modèle et les trajectoires. Donc, chez nous, on a intégré la directrice administrative au comité tactique opérationnel et on a aussi, à un certain moment, joint des adjointes administratives pour s'assurer qu'on tient compte de l'ensemble des informations qu'ils vont nous transmettre pour un meilleur fonctionnement de la clinique. Première étape, il va falloir identifier les enjeux et les facteurs qui sont susceptibles d'influencer le bon déroulement du projet et élaborer les stratégies de mobilisation du personnel et de la gestion du changement. Donc, au moment où vous allez réfléchir à la structure de gouverne que vous souhaitez utiliser dans vos propres milieux et vos plans d'action, il faut identifier les enjeux et facteurs qui pourraient vous influencer le déroulement de votre projet et intégrer les stratégies de mobilisation du personnel, mais aussi la gestion du changement. Je dirais que c'est même un des points majeurs. Les acteurs clés, la chargée de projet, ont été identifiés. Il faut clairement déterminer leur rôle et complémentarité, mais aussi les périodes d'échange sur le projet. Donc, un deuxième point majeur, c'est la communication qui va devenir très importante. On doit s'assurer que chacun maîtrise le modèle et que tout le monde a la même vision. On a vécu, nous, une période initiale où il y a certains acteurs clés qui ne travaillaient pas de concert et en cohérence avec des membres de l'équipe et il y a eu une division. Donc, ce que ça fait, c'est que toutes les personnes résistantes au changement se sont regroupées, que ce soit du personnel à l'intérieur de la clinique avec une personne responsable. Et là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile de mobiliser notre projet. C'est donc important que dans votre plan d'action, tout ça soit prêt en amont du déploiement. C'est pas grave si le plan d'action n'est pas parfait, on peut tout le temps l'ajuster. C'est ce qu'on a fait aussi chez nous. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de tenir un journal de bord. De mon côté, je l'ai tenu plusieurs mois. Il y a un moment donné où il y avait trop de roulement, j'ai pas pu le faire. Puis je dirais que c'est un de mes plus grands regrets parce que c'est intéressant de revenir derrière pour voir quelle autre chose on aurait pu travailler différemment. Il faut que le modèle reste vraiment clair, que les trajectoires soient bien comprises par tout le monde. Une autre chose, c'est important que les gestionnaires s'harmonisent avec la chargée de projet dans le soutien de l'équipe. C'est la chargée de projet qui côtoie le personnel au quotidien, qui va identifier les enjeux. Donc, moi, ce que je considérais, c'est que j'avais une vision 360 degrés sur l'ensemble du groupe. Et s'il y avait des décisions qui se prenaient de façon isolée, ça pouvait impacter sur un autre groupe professionnel. Donc, Archimède, ça fonctionne un peu comme des vases communicants. La tâche est répartie à l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire que s'il y a une partie de l'équipe qui fait obstruction puis qu'on ne peut pas leur transférer des types de suivi, ça a un impact pour les autres professionnels parce qu'il va y avoir un blocage et là, on ne sera plus capable de transférer les patients entre nous et des fois, ça peut créer des zones de conflit. Par exemple, une chose qu'il faut retenir, c'est si on fait des modifications dans l'horaire, disons au niveau des infirmières cliniciennes, bien, ça pourrait avoir un impact chez l'infirmière praticienne et les médecins et vice-versa. Donc, s'il y a un groupe qui réduit trop sa charge de travail, ça va créer un goulot d'étranglement vers les autres professionnels. Il faut se rappeler que l'équipe prend plus d'usagers sous sa responsabilité que la normale en raison de la répartition du travail à plusieurs intervenants. Par exemple, à la clinique, on a 2225 patients par équivalence temps complet médecin. Donc, s'il y a un nombre important de professionnels qui s'absentent ou qui fait obstruction dans la répartition du travail, ça va donc affecter ceux qui vont rester. Parmi d'autres enjeux qu'on a identifiés, on a noté aussi l'impact des postes syndiqués versus la motivation des ressources professionnelles. Donc, c'est important de bien identifier dans votre affichage de postes pour préparer les personnes aux changements auxquels ils vont faire face. Ça prend du personnel qui est motivé, qui veut occuper pleinement son champ d'exercice. Donc, nous, notre expérience qu'elle a démontré, c'est qu'il y a certains professionnels qui ont vécu des questionnements par rapport à leur rôle et leur identité professionnelle.
Donc, en période de recrutement et au premier contact avec le personnel, ça va être important que vous identifiez vos agents de changement et les leaders positifs. C'est avec eux que vous allez pouvoir mobiliser le reste de l'équipe. En cours de route, on a aussi eu besoin d'intégrer des ressources spécialisées en collaboration interprofessionnelle, en communication et en gestion de conflits pour guider notre équipe. On vous encourage à les intégrer vous aussi dans vos plans d'action. Une des stratégies les plus importantes est basée sur les moments d'échange pour assurer une communication qui est constante. Il ne faut rien laisser en suspens s'il y a des irritants qui sont identifiés. Adressez-les rapidement pour trouver des solutions en équipe. Parler de l'importance d'indiquer le rôle de la chargée de projet dans le plan d'action. La personne que vous allez choisir, en fait, pour être chargée de projet doit maîtriser parfaitement le modèle parce que c'est elle qui va coordonner le déploiement et transmettre la vision en collaboration avec les autres acteurs clés responsables au CIUS et à la clinique médicale s'il y a lieu, selon le milieu de l'implantation. Donc, c'est elle qui opérationnalise le modèle Archimède en collaboration avec l'équipe de la clinique et qui va s'assurer de respecter les échéanciers. Donc, pour avoir une vision complète, ce qui se passe quotidiennement, dans mon cas, c'est que je suis en lien avec les responsables dans la clinique, les médecins et la directrice adjointe, le secrétariat et les autres professionnels de la santé. J'ai aussi une pratique en tant qu'infirmière praticienne avec ma propre charge de cas. Je vis donc le changement avec l'équipe. Je suis en lien avec les gestionnaires du SUS Capital National à toutes les semaines, mais aussi aux besoins. Et j'anime les comités principaux. Auparavant, on avait tactique et opérationnel. Et on a aussi un caucus groupe à toutes les semaines d'une durée de 30 minutes. Donc, pendant l'implantation, je vous recommande d'ajouter des rencontres plus souvent selon les besoins. Je les décrirai plus tard, les types de rencontres. Je vais aussi avoir à rédiger des comptes rendus par intervalle que je remets à la directrice des soins infirmiers qui va discuter avec les directions ou le ministère de la Santé et des Services sociaux selon les besoins et l'évolution du projet. Je travaille principalement en co-construction avec le personnel pour respecter leur rythme en m'assurant qu'il y a une avancée dans le déploiement. Donc, ça va être important d'être à l'affût, d'identifier les enjeux, d'en discuter avec le groupe le plus tôt possible pour trouver des solutions. Et quand il y a des problèmes qui se portent à notre niveau, qui doivent être dirigés par les gestionnaires, de les en informer pour qu'eux autres puissent continuer à effectuer le travail avec les personnes concernées. Au fil du temps, la chargée de projet a toujours des interventions à faire parce qu'il y a de la mobilité du personnel, il y a des changements, il y a des pandémies qui peuvent survenir. Donc, on a toujours des débutants à orienter et à qui on doit transmettre la vision du modèle. Donc, c'est important. Moi, je les rencontre toujours dès leur arrivée pour leur expliquer le projet, son origine, la philosophie. Je regarde c'est quoi leur expérience clinique, leur expertise, identifier aussi leurs besoins et à cette étape-là, d'harmoniser avec le gestionnaire responsable de l'intervenant. Ensuite, la nouvelle personne va être accompagnée sur place. Il va y avoir du préceptorat et du mentorat qui va se faire par le groupe professionnel visé. Par exemple, si c'est une infirmière avec ses collègues infirmières cliniciennes, mais aussi en accompagnement des autres professionnels avec leur expertise propre. Si le roulement de personnel est grand, il arrive qu'on ait à revoir temporairement aussi même nos trajectoires et à les modifier parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui répondent aux besoins. Si la chargée de projet est en pratique clinique avec l'équipe, c'est important aussi de reconnaître la nécessité de libérer du temps pour qu'elle puisse s'occuper pleinement de ses fonctions de chargée de projet. Au début du projet, au moins 3 jours par semaine, je devais réduire mon temps patient pour m'occuper du projet. Et en étant sur place, le temps peut se répartir plus facilement là, dans la semaine pour adapter en fonction du déroulement quotidien des activités. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la structure de gouverne et du plan d'action. Parmi tous les outils de planification, on vous recommande aussi d'élaborer un plan de gestion de projet et, s'il y a lieu, un plan de transfert des connaissances. On vous suggère fortement de créer ces outils-là avant l'amorce du projet. Ça va éviter les écueils. Pour le projet, nous, on a créé un premier plan d'action en 2017. On faisait un suivi en continu des échéanciers et des ajustements. On faisait aussi une révision complète après une fois par année. En 2022, on l'a transformé en plan de pérennisation.
On vous recommande de vous associer à une ressource de votre établissement habilité à développer des plans d'action s'il y a lieu. Nous, on aurait aimé le faire initialement et on pense que si vous le faites tout de suite, vous allez être gagnant. La clarification des plans de gestion de projet et de plans d'action vont être essentiels. Donc, un plan de gestion de projet, ça va inclure les étapes du déploiement du modèle avec les échéanciers, la planification de la gestion du changement, les prérequis à la mise en œuvre, dont la formation nécessaire, la planification des rencontres des comités de la structure de gouverne et autres sujets là, selon votre cru. Vous pourrez voir aussi dans les documents qu'on va vous remettre suite à la présentation. Le plan d'action clinique, lui, va plutôt intégrer l'attribution des responsabilités. Dans notre cas, on avait juste un grand plan qui intégrait l'ensemble des objectifs, des moyens et des actions. En 2020, il y a eu progressivement l'ajout de la collaboration de l'ADO qu'on a discuté plus tôt et du CIUS de la Capitale-Nationale. Le modèle Archimède a été intégré au développement des pratiques de pointe du CIUS dans le cadre de sa mission universitaire et grâce à leur collaboration, il y a eu la création de 2 webinaires, dont celui-ci, et de documents qui présentent la pratique. Un plan de transfert de connaissances a été créé avec des échéanciers pour permettre l'exportation du modèle dans la région ainsi qu'à d'autres endroits de la province selon vos besoins. La deuxième étape consiste à définir les paramètres de la pratique. Il faut donc qu'on adapte le modèle aux réalités du milieu et la collaboration interprofessionnelle va être déterminante. Donc, comme chaque membre de l'équipe doit avoir une bonne compréhension de son rôle, mais aussi de celui des autres, quelques semaines après le début de l'implantation, nous, on a sollicité la ressource en collaboration interprofessionnelle du CIUS Capitale-Nationale et on a planifié un atelier pour partager les descriptifs des rôles de chacun. On a pu clarifier et formaliser les rôles au sein de notre équipe. Donc, vous pouvez solliciter le réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, c'est le RCPI, aux besoins dans votre établissement. C'est normal qu'il y ait des zones de partage de rôles entre plusieurs professions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des sous-groupes dont le rôle est apparenté. Donc, si je prends par exemple les infirmières cliniciennes ont été jumelées avec les infirmières praticiennes, la travailleuse sociale avec la psychologue et l'IPS santé mentale, la physiothérapeute avec la kinésiologue. Puis, on a fait aussi d'autres groupements, les IPS en collaboration avec les infirmières cliniciennes, les médecins et le pharmacien. Donc, tout le monde a créé des tableaux et des documents sur son rôle et on créé aussi des tableaux où on peut voir la complémentarité entre chacun des rôles. Ça nous a permis de partager et de planifier nos rôles et responsabilités, d'en discuter ensemble, mais aussi de servir de documents pour les adjointes administratives pour l'aiguillage des patients au moment des appels par raison de consultation. Donc, ça veut dire que c'est important que le personnel administratif soit invité dans ces rencontres-là parce que ça leur permet aussi à elles de mieux comprendre le travail de chacun d'entre nous, mais aussi les trajectoires de soins. Aussi, c'est une source importante des besoins qui vont être nommés par les usagers au moment des appels et elles peuvent partager avec nous pour qu'on puisse moduler et adapter les trajectoires selon les commentaires qu'on va recevoir. Les médecins, les IPS et les infirmières cliniciennes vont considérer les autres professionnels comme des experts. Par exemple, la physio, le pharmacien ou la nutritionniste, c'est nos experts selon les sujets dont on a besoin de discuter avec nos usagers. Et de notre côté, ben, on vient aussi renforcer le message de ceux qu'on considère nos experts pour éduquer et renforcer les messages qu'eux-mêmes vont donner aux usagers, à leur famille ou aux pairs et proches quand ils vont échanger avec eux lors de leur consultation. Selon la mobilisation du personnel, l'expertise de chacun peut changer. On vous recommande de répéter cette activité-là selon l'ampleur des changements. Chez nous, on a dû le faire à plusieurs reprises. On l'a fait à 3 mois du début du projet, à 2 ans, à 5 ans et à 7 ans. Et on est en train de planifier un nouvel atelier pour s'assurer en fait que tout le monde soit au même niveau de connaissance par rapport à ce qui se déroule dans notre clinique. Définitivement, on était mieux préparé évidemment dans les dernières rencontres parce que maintenant, on les fait vraiment préventivement et on a toujours le préceptorat du reste de l'équipe
pour aider les nouvelles personnes intégrées à bien maîtriser le modèle et le fonctionnement de la clinique. Pour nous autres, ça a été payant de prendre le temps de faire ces rencontres-là et on vous la recommande très fortement. Il y a aussi eu un atelier sur la communication et la prévention des conflits au 12e mois de l'implantation. Celui-là aussi, on le trouve très important. Faut rien laisser traîner sous le tapis, en fait. Et dès qu'il y a des enjeux, on doit se les adresser et trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on maintient des caucus à toutes les semaines. On peut rapidement parler et rapidement émettre des solutions pour ne pas laisser les irritants traîner. Les gestionnaires, la chargée de projet, les conseillers cadres et l'assistant du supérieur immédiat travaillent aussi en étroite collaboration pour s'assurer de maîtriser et mettre à jour les cadres législatifs et aussi les droits de prescripteurs de chacun pour assurer le plein potentiel des professionnels présents à la clinique. En fonction des ressources et des besoins spécifiques de votre milieu, le modèle Archimède peut être adapté dans différents contextes. Donc, ce qui est important, on le dit, c'est d'occuper pleinement son champ d'exercice. Donc, la deuxième étape, c'est de définir les paramètres de la pratique. Donc, pour pouvoir adapter le modèle à la réalité du milieu. Définir les rôles de tous les professionnels présents sans oublier le personnel administratif. Ce qu'on fait chez nous quand il y a une nouvelle ressource, c'est qu'on la joint à l'équipe, mais on va s'asseoir individuellement avec elle au niveau de son gestionnaire et moi aussi en tant que chargée de projet. Et on va faire une analyse de son champ d'exercice avec elle. Donc, c'est d'identifier son expertise et son expérience pour faire un plan d'optimisation qui est personnalisé en conséquence. On va aussi vérifier, par exemple, si l'infirmière clinicienne a ses droits de prescrire. On va s'assurer qu'elle les détient pour pouvoir aller plus loin et occuper pleinement le champ d'exercice. On valide ses zones de confort. On regarde aussi c'est quoi son attitude face au changement. Ça nous prépare au déploiement et aux défis potentiels qu'on pourrait avoir au moment de son intégration. Pour ce qui est des médecins et des IPS, tout le monde occupe évidemment pleinement son champ d'exercice. Il n'y a pas de restrictions. On parle ici des infirmières praticiennes. On a aussi mis en place des rappels pour ne pas oublier de référer vers les autres ressources professionnelles pour toutes les activités possibles. Ce qu'on veut, c'est que ça soit la bonne ressource qui réponde à la demande de consultation. Donc, par exemple, les infirmières cliniciennes sont habilitées à faire des suivis de diabète, d'hypertension, des suivis de grossesse ou autres, dépendant des milieux. Les infirmières praticiennes aussi, en soins de première ligne, peuvent le faire, mais par exemple, on va leur dire de transférer les enseignements prioritaires aux infirmières cliniciennes ou aux autres professionnels concernés pour enrichir et soutenir l'éducation en équipe. Donc, pendant que les autres font ce type d'enseignement qui peut prendre jusqu'à 60 à 90 minutes, elle peut voir d'autres patients, mais quand elle va rencontrer les patients, elle va venir soutenir et enrichir l'enseignement que l'autre professionnel va avoir déjà fait pour donner les mêmes messages aux patients. Les infirmières cliniciennes potentialisent leur rôle par le droit de prescrire, mais aussi les ordonnances collectives, tous les documents nécessaires, en fait, pour les accompagner, incluant ceux de l'INES. Donc, on va leur permettre d'ajuster les traitements, prescrire les analyses de laboratoire nécessaires ou de l'imagerie. Et quand elles arrivent au bout de leur champ d'exercice ou en fonction de leur confort, elles font appel aux infirmières praticiennes ou aux médecins selon les besoins. Pour ce qui est des infirmières cliniciennes, on a d'emblée fait de la transformation aussi au niveau de la démarche clinique structurée, l'examen physique qui est plus ciblé et une tenue de notes au dossier qui est similaire à celle des médecins et des infirmières praticiennes pour pouvoir optimiser l'utilisation de l'information qui va être évaluée par elles. Tous les autres professionnels ont aussi fait le même exercice dans un souci d'efficience. Tout le monde a créé aussi des tableaux d'offres de services pour le suivi de la clientèle. Entre autres, on a créé ces documents-là pour l'atelier sur la collaboration interprofessionnelle. On les utilise au quotidien. Si jamais vous voulez voir comment on a créé le rôle et comment on se définit là, dans le modèle Archimède, vous pouvez regarder le webinaire 1. C'est dans celui-là qu'on va décrire le modèle Archimède. Et on a aussi les fiches d'intégration des professionnels en GMF que vous pouvez utiliser, en plus des tableaux de répartition des rendez-vous qu'on a inclus en annexe du pas à pas.
On a proposé 2 parcours pour les usagers. On a soit le parcours pour ceux qui prennent des rendez-vous pour un suivi et on a celui pour le sans rendez-vous. Donc, il y a une explication qui est disponible dans le webinaire 1 et les trajectoires qui sont dans le pas à pas. Donc, on a un outil, en fait, qui va être utilisé par les agentes administratives pour le sans rendez-vous. L'objectif principal, c'est qu'elles soient capables de répondre en temps opportun avec l'intervenant qui est le mieux outillé pour le faire. Donc, par exemple, quelqu'un qui appellerait pour une contraception, bien, dans un premier temps, évidemment, on pourrait offrir de venir en suivi plutôt qu'au sans rendez-vous. Mais si ça doit être vu au sans rendez-vous, c'est une raison de consultation qui va être référée à l'infirmière clinicienne. Dans le sans rendez-vous, on a toujours soit l'infirmière praticienne ou le médecin, jamais les deux. Donc, pour optimiser notre temps, en fait, puis les médecins font des gardes à l'extérieur de la clinique et c'est ce qui fait qu'on a choisi donc de potentialiser l'utilisation judicieuse du temps. Donc, c'est un ou c'est l'autre et en diade avec l'infirmière clinicienne. Donc, dans le cas de la contraception, c'est certain qu'on va l'envoyer directement à l'infirmière clinicienne en priorité. Et s'il n'y a plus de place dans les plages de l'infirmière clinicienne dans son sans rendez-vous, là, on pourrait l'envoyer vers l'infirmière praticienne ou le médecin. Ça va vraiment dépendre des disponibilités. Mais ce qu'on veut, c'est d'éviter les plages horaires vides. Quand on construit nos trajectoires, nous, on a réfléchi aussi à l'intervenant prioritaire pour évaluer la personne au sans rendez-vous. Si c'est une chute, par exemple, on va plutôt l'envoyer au médecin ou à l'infirmière praticienne dans les rendez-vous. Et si c'est une otite ou un rhume, on l'envoie plutôt à l'infirmière clinicienne. Par contre, si on avait une douleur abdominale, un vertige, des étourdissements, des maux de tête, on le mettrait d'abord à l'infirmière praticienne ou au médecin. Quand je parle de d'abord, ce que je veux dire, c'est que la répartition, l'aiguillage se fait directement au secrétariat. Il y a des périodes de rendez-vous qui sont ouvertes dans notre disponibilité de sans rendez-vous et les patients sont orientés entre l'infirmière clinicienne et le médecin infirmière praticienne. Donc, c'est comme ça qu'on va prioriser nos rendez-vous en laissant jamais de case vide, évidemment. Si jamais il n'y a plus de place avec l'IPSPL, par exemple, pour un vertige, on va quand même l'envoyer à l'infirmière clinicienne dans un souci que la personne ait son rendez-vous quand même. À ce moment-là, les interventions vont se terminer à 2, alors que si c'était, par exemple, un rhume, l'infirmière clinicienne pourrait libérer le patient. On a, avec le temps, intégré la physiothérapeute et la kinésiologue. Par exemple, si on prend une douleur au genou de moins de 3 mois, ben, on pourrait plutôt l'envoyer à la physiothérapeute. Et si jamais il y a eu un mauvais aiguillage, ben, elle va aller vers le médecin ou l'infirmière praticienne qui est au sans rendez-vous. On prévoit déjà la présence de ces gens-là en backup de la physiothérapeute en cas de mauvais aiguillage selon les besoins, ou encore c'est une bonne raison de consultation qui nécessiterait de l'imagerie. Elle va nous aviser et à ce moment-là, on va pouvoir prescrire les tests qui sont nécessaires. C'est ce qui fait, par exemple, que si c'était une douleur au gros orteil qui s'avérait être plutôt de la goutte, ben, il y a un médecin ou une infirmière praticienne qui va être en mesure de prendre la personne tout de suite. Il n'y aura pas de délai de temps dans une autre journée. On va pouvoir le compléter tout de suite. Donc, les trajectoires sont fixes, mais on va parfois les adapter s'il y a du changement de personnel selon l'expertise de la nouvelle ressource. Par exemple, si on avait 3 infirmières cliniciennes hyper expérimentées qui quittent et qu'on a 3 nouvelles jeunes infirmières cliniciennes qui doivent faire des apprentissages pour les suivis ou l'évaluation du sans rendez-vous, on va devoir moduler nos périodes en conséquence. Une fois que le modèle est bien établi, nous autres, on a élargi l'accès finalement au sans rendez-vous par l'intégration des autres professionnels de l'équipe, dont l'exemple mentionné avec la physiothérapeute. Mais maintenant, on a aussi l'IPS en santé mentale, par exemple, pour les troubles mentaux qui pourraient prendre des gens au sans rendez-vous. C'est important de prévoir des rencontres d'équipe élargies. On a différents types de rencontres d'équipe dans la clinique. En fait, c'est au moment de l'implantation, on en avait là, au moins une par semaine, puis des fois plus. Idem pendant la pandémie. On pourrait dire que nos 18 premiers mois ont été les plus intenses. Après, on avait comme un rythme de croisière et on a pu réduire la fréquence et la durée des visites ou des rencontres d'équipe selon les besoins. Donc, on a eu des rencontres d'équipe en grands groupes interprofessionnels avec les médecins ou sans les médecins. On en a eu entre gestionnaires et chargés de projet
ou encore avec les médecins. On a eu des rencontres de sous-groupes professionnels. Par exemple, ça pouvait être juste les infirmières cliniciennes ou groupées avec les IPS ou encore physio-kinésio regroupées avec les IPS. Peu importe, en fait, ça dépendait vraiment des besoins. On a identifié des acteurs clés aussi qui avaient besoin de plus de soutien en fait, plutôt les acteurs impliqués qui avaient besoin de plus de soutien et les acteurs clés pour les aider, que ce soit individuellement ou en sous-groupe. Et dans nos caucus groupes de 30 minutes, on adresse les sujets les plus importants. Donc, on parle, c'est certain, des bons coups, mais on va parler des enjeux, on va essayer de trouver des solutions. On transmet des messages importants, par exemple, soit dans notre fonctionnement de la clinique ou en lien avec le CIUS Capitale Nationale. On implique aussi nos gestionnaires et l'assistante du supérieur immédiat du côté des soins infirmiers qui peuvent venir apporter de l'information ou nous faire partager aussi de l'expertise en amenant des personnes spécifiques dans les rencontres pour amener de l'information privilégiée. Donc, la chargée de projet va faire le pont avec l'équipe médicale quand ça implique des changements à l'interne pour qu'on puisse regarder avec eux si eux aussi ont des choses sur lesquelles il y aurait une portée dans leur pratique et qu'il faudrait modifier. On a aussi des rencontres régulières à la clinique qui incluent la chargée de projet, un médecin et des gestionnaires du CIUS pour pouvoir discuter des enjeux puis de l'évolution de ce qui se passe dans la clinique. Le suivi de l'ensemble de la clientèle, incluant la clientèle vulnérable, va se faire en équipe. C'est soit le principe prioritaire du levier d'Archimède. Plus la condition est complexe, plus l'arrimage entre nous va être intensifié. Les tableaux qui ont été conçus par chaque professionnel dans les ateliers de collaboration interprofessionnelle, on a mentionné qu'ils servaient au secrétariat, mais aussi à l'ensemble de l'équipe, en partie ou en totalité, en fait, pour orienter les usagers. On a établi des règles pour réduire la complexité au secrétariat. Les intervenants créent des gabarits d'horaires pour faciliter la tâche aux adjointes administratives. Donc, ces tableaux-là, on a fait une zone de dépôt dans Teams et ils sont toujours accessibles par l'ensemble de l'équipe pour pouvoir s'y référer aux besoins. Pour ce qui est des suivis, on a ajouté aussi la notion du suivi occasionnel, temporaire et permanent. Le nombre d'usagers dans un caseload, ça peut générer beaucoup de stress pour les intervenants. Par contre, tous les patients ne consultent pas de façon intensive simultanément. Ce qui veut dire que 800 jeunes patients dans un caseload versus 800 patients, dont 400 vulnérables, ne représentent pas la même charge. Et c'est dans cette optique qu'on a apporté les notions de suivi temporaire, permanent et occasionnel. Si on regarde le suivi permanent, entre autres, c'est pour des patients qui ont des maladies chroniques, qui vont avoir des visites régulières à la clinique. Par exemple, un diabétique, une personne âgée avec des problématiques complexes, une hypertension ou autre. Des suivis temporaires, c'est des suivis intensifiés temporairement. Par exemple, un suivi de grossesse, les suivis chez les enfants en bas de 5 ans, des suivis dans un contexte de dépression vont nécessiter plus de visites pendant un certain temps, mais quand tout va être stabilisé, les visites vont être beaucoup moins fréquentes. Et finalement, on a les suivis occasionnels ou ponctuels qu'on va faire dans des rendez-vous réguliers ou dans des sans rendez-vous ou via notre accès adapté dans des périodes de 24 à 72 heures pour répondre aux besoins rapidement dans une condition aiguë. Par exemple, on peut penser à une douleur traumatique, une douleur articulaire aiguë ou autre. Les horaires sont sous la responsabilité de la chargée de projet. Ça, c'est ce que nous, on a déterminé là, dans notre clinique. L'horaire, c'est surtout un outil, on le fait en fait ensemble. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé l'outil, un fichier Excel dans Teams et chacun va aller indiquer ses congés, ses vacances. Les médecins vont aller indiquer leur disponibilité pour les plages de sans rendez-vous et les gardes. Les infirmières cliniciennes vont indiquer la rotation des soirs, des heures vulnérables et des fins de semaine. La même chose pour les infirmières praticiennes. Et ce qu'on a fait pour faciliter une forme de stabilité, comme les infirmières praticiennes sont davantage dans les sans rendez-vous, on a fixé une demi-journée le matin et une demi-journée de soir dans la semaine pour chacune des infirmières praticiennes
en soins de première ligne. Donc, à ce moment-là, c'est les seules journées où il y a moins de latitude dans l'horaire parce que la période est fixée avec une obligation de couverture. Et en tant que chargé de projet, ce que je fais, c'est qu'une fois que chacun a indiqué ses disponibilités, ses absences et tout ce que je fais, c'est que je viens finaliser pour m'assurer qu'il n'y a pas de période avec des couvertures et qu'il y a un équilibre dans la fonctionnalité de notre horaire. Donc, c'est le processus qu'on a trouvé le plus simple, le plus harmonieux, qui demande à tout le monde de participer et qui permet une forme d'équilibre et d'équité dans l'horaire. On va maintenant aborder le fonctionnement pour le suivi des résultats et les références vers les consultants. C'est un fonctionnement qui est probablement similaire à ce que vous connaissez déjà. Alors, les médecins et les infirmières praticiennes vont se couvrir entre eux en cas d'absence. Et quand il y a des absences prolongées, par exemple, d'un médecin ou d'une infirmière praticienne, les infirmières cliniciennes sont sollicitées pour regarder les résultats de la personne qui est absente. Et on a créé un document en support pour les aider dans leurs décisions si jamais il y avait des résultats qui nécessitaient un ajustement. Alors, si on a des résultats qui sont anormaux, ils vont être dirigés vers un médecin ou l'IPS de garde pour la gestion des résultats. Si c'est quelque chose qui concerne leur offre de soins qu'elles ont déjà, par exemple un diabète qui serait mal contrôlé, elles peuvent récupérer le patient en suivi prise en charge. Si ce n'est pas déjà fait, ils vont tout simplement s'assurer que leur formulaire autorisant des ajustements de traitement aux besoins soit mis à jour en lien avec un des médecins ou de l'IPS présent. Pour ce qui est des références vers les consultants, les IPS peuvent faire des demandes de conseils numériques avec Saphir et des références via le CRDS, le Centre de répartition des demandes spécialisé, sans nécessairement demander au médecin là, à chaque fois. On avait déterminé ensemble qu'on pouvait procéder et aviser le médecin le cas échéant. Maintenant, c'est plus une obligation d'aviser. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va discuter ensemble tout simplement si on pense que le médecin de famille pourrait résoudre la situation sans référence en médecine spécialisée. Et c'est surtout dans un but d'efficience qu'on le fait comme ça. Pour ce qui est des références à l'interne entre nous, il n'y a pas de nécessité de passer par les médecins. En fait, chacun d'entre nous se réfère aux besoins, les patients, selon ce qu'on pense qu'on a besoin de leur offrir comme service. Et c'est beaucoup plus fluide et efficace de le faire comme ça. On utilise aussi les ressources du CIUS de la capitale nationale et les services communautaires, dépendamment des besoins du patient. En ce qui concerne les inscriptions, comme on a développé le modèle dans un GMF avec des règles qui étaient déjà déterminées, ça a été un petit peu plus complexe pour nous parce qu'il n'y avait pas de médecin à la clinique et on ne pouvait pas nécessairement faire passer tous les usagers par les médecins juste pour faire des inscriptions. Ça aurait été beaucoup trop complexe et c'est ce qui fait, comme mentionné plus tôt, qu'à un moment donné, nos inscriptions ne valaient pas nécessairement là, la vraie valeur accordée parce qu'ils étaient soit pas du tout inscrits ou encore non pondérés. Donc, comme les médecins ont été présents en moyenne 2,7 équivalents temps complet depuis 2017 et que c'est les infirmières praticiennes en soins de première ligne qui étaient présentes à temps complet, il y a eu là, des difficultés à ce niveau-là et au niveau de s'assurer qu'il y ait des codes de vulnérabilité qui a été indiqué pour les patients. Donc, les nouveautés à venir, en fait, potentiellement au cours de l'année 2024, où éventuellement les infirmières praticiennes pourront procéder aux inscriptions, vont fort probablement favoriser la suite des choses à ce niveau-là. Pour ce qui est des ententes de collaboration, on sait qu'il y a eu des changements législatifs dans les dernières années et les ententes de partenariat entre les médecins et les infirmières praticiennes ne sont plus obligatoires depuis janvier 2021. Pour ce qui est de Archimède, on n'a pas vraiment vu la différence parce qu'on avait déjà des ententes de collaboration claires, bien déterminées entre nous et on a tout simplement continué à procéder dans notre façon de faire qui permettait une fluidité des services.
On a parlé aussi de l'importance d'intégrer des membres du personnel administratif dans les travaux de gestion des trajectoires. Donc, on a formé l'ensemble des adjointes administratives pour bien répartir les demandes de consultation et avec elles aussi, on a fait des rencontres statutaires pour bien expliquer les trajectoires et les bonifier selon ce qu'il y avait comme commentaire. Et on mettait en pratique, en fait, les trajectoires avec elles et on les revoyait à intervalles pour corriger et bonifier les trajectoires selon soit les plaintes ou les difficultés d'accès ou toute problématique qu'on aurait pu rencontrer là, au moment où les usagers demandent les rendez-vous. Pour permettre d'optimiser le travail des infirmières cliniciennes, on a recensé en fait les ordonnances collectives disponibles. Il y en avait qui étaient déjà présentes à la clinique médicale Saint-Vallier. Il y en avait en provenance du CIUS de la capitale nationale. On avait aussi identifié des ordonnances collectives en provenance de d'autres milieux qui étaient très pertinentes à nos travaux. Et finalement, il y a les ordonnances individuelles d'ajustement en lien avec l'INIS. Donc, les infirmières cliniciennes, en collaboration avec leur gestionnaire, l'ASI et la chargée de projet, ont fait des plans de formation individualisés pour identifier leurs besoins propres à chacune et voir là où il y avait besoin de faire un travail supplémentaire. On s'est quand même fait une règle interne on voulait évoluer rapidement comme équipe, mais on voulait aussi permettre aux infirmières cliniciennes de potentialiser ce qu'elles voulaient pouvoir faire. Donc, on est allé chercher d'abord leur expertise, mais aussi leur préférence au niveau du développement des types de suivi qu'elles aimeraient faire. Donc, on a bâti des tableaux et on a fait des diades. Dans un tronc commun, toutes les infirmières cliniciennes doivent maîtriser le suivi des maladies chroniques. Et après, on a fait des diades pour déterminer, par exemple, qui ferait des suivis de grossesse, de bébé, du TDAH ou s'impliquerait dans des suivis divers. Et on se disait, on va former d'abord 2 infirmières cliniciennes sur 4, mais disons sur le TDAH. 2 autres, pendant ce temps-là, vont se former pour les troubles neurocognitifs. Ils vont développer une expertise chacun à leur côté. Puis après ça, ils vont se faire du préceptorat entre elles pour pouvoir transférer leurs connaissances aux collègues et évoluer plus rapidement finalement dans la prise en charge globale des problématiques qu'on a besoin de voir à la clinique Saint-Vallier. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a procédé et on a éventuellement aussi planifié qu'elle pouvait s'impliquer au niveau des examens préventifs annuels et prescrire en fait selon les besoins, une ostéodensitométrie, une mammographie, etc. Donc, on recule 2017. On a, à un certain moment de l'évolution, créé ces ordonnances-là, ce qui permettait que, à la fois, pendant le suivi de diabète, si elle voyait que l'ostéodensitométrie n'avait pas été faite, mais qu'elle était due, pouvoir l'ajouter selon l'ordonnance collective. Dans certains moments propices, on a aussi mis en place un sous-groupe de travail pour élaborer des ordonnances collectives à l'intérieur même du GMF et ce sujet-là en était un. La troisième étape, c'est de planifier et organiser le déploiement. Donc, il faut définir les modalités clinico-administratives et assurer la logistique. Ça va donc toucher les ressources humaines, matérielles et informatiques. Pour les ressources humaines, c'est important que vous prévoyiez les mesures de maintien et de remplacement du personnel le plus tôt possible, même dans le nombre de ressources professionnelles que vous allez allouer à votre clinique ou à l'endroit où vous allez faire le modèle Archimède. Il y a aussi, il faut penser aux postes et aux règles syndicales. Nos postes étaient souvent dépourvus et il y a des personnes qui étaient en remplacement qui les occupaient, ce qui a conduit à beaucoup de roulements de personnel parce que des gens voulaient des postes en complet. Quand il y avait des affichages sur les postes à temps complet pour les professionnels qui, chez nous, étaient à temps partiel, ils quittaient donc pour aller chercher un nouveau poste à temps complet ailleurs. Donc, c'est important de favoriser les postes à temps complet si vous voulez vous assurer de maintenir les personnes en place. Pour ce qui est des ressources matérielles, il faut qu'il y ait des locaux qui soient disponibles et que le matériel requis soit présent.
Pour nous, il a fallu faire preuve de créativité. Vous vous rappelez qu'on avait un budget de 3,5 millions réparti sur 5 ans. Le projet continue aussi depuis 7 ans. Et on se rappelle que l'argent était dédié uniquement à payer les salaires, donc pour les ressources humaines. Alors, pour ce qui est de la location des bureaux, les bureaux étaient offerts gratuitement par l'équipe médicale qui croyait au modèle et voulait pouvoir le déployer. On va donc les remercier aussi à la fois là, pendant cette présentation-là. Et on voulait aussi qu'il y ait un sentiment d'appartenance, de sorte qu'on a désigné des bureaux fixes pour le personnel. Et quand on avait des personnes à temps partiel, on les mettait dans les mêmes bureaux en complémentarité. Ça nous permettait de nous assurer qu'il y ait toujours tout leur matériel, l'équipement personnalisé spécifique à leur rôle dans leur bureau et que ça ne soit pas recommencé donc à chaque semaine. Évidemment, on s'est inscrit pour gagner des bourses, pour pouvoir aussi acheter du matériel. On réinvestissait en fait l'argent des bourses qui nous étaient octroyées dans le matériel spécifique à nos ressources dans la clinique. Et il y a aussi les gestionnaires qui ont fait preuve de latitude pour tenter de trouver du matériel disponible. Par exemple, un tapis roulant pour notre kinésiologue dans du matériel qui n'était pas utilisé ou encore une fois, les médecins de la clinique qui ont acheté un spiromètre pour l'inhalothérapeute. Donc, c'est un peu tout le monde qui s'est impliqué pour trouver du budget pour faciliter le fonctionnement. Et finalement, il reste les ressources informatiques. C'est important de prévoir assez de licences pour l'ensemble des professionnels et de planifier l'utilisation du DME pour tout le monde. Le DME qui est le dossier médical électronique. Donc, on a fait aussi un fil conducteur, en fait, dans les notes d'évolution qui vont suivre. On identifie le professionnel adéquatement dans les notes d'évolution, mais ils sont toutes regroupées l'une derrière l'autre de façon chronologique, de sorte qu'on est capable de se repérer facilement entre nous pour le suivi. Et notre sommaire constitue un peu le plan d'action global de l'équipe où on va indiquer les éléments principaux du suivi pour que l'ensemble des professionnels puissent savoir finalement qu'est-ce qui a déjà été fait pour un usager X, Y, Z et s'assurer d'avoir une continuité dans nos soins et services. Au GMF Saint-Vallier, le personnel est arrivé graduellement sur une période de 8 mois lors de l'implantation du projet. On n'a pas été capable de faire une rencontre préparatoire pour parler du modèle Archimède et des attentes du personnel parce que tout simplement, il n'était pas identifié à ce moment-là. Donc, il y a certains qui avaient appliqué sur un poste en pensant venir travailler dans un GMF, mais qui n'avaient pas du tout lu sur le modèle Archimède, qui ne savaient pas du tout qu'ils s'en venaient dans une nouvelle philosophie de soins. Il y avait aussi l'intégration de plusieurs IPSPL avec un rôle encore méconnu par certains collègues de travail. On avait des pratiques mitoyennes entre la physiothérapie et le kinésiologue ou encore la travailleuse sociale et la psychologue. Donc, il fallait qu'on puisse regarder ensemble comment on allait moduler ce travail-là. On a donc rapidement identifié les personnes qui avaient besoin de soutien. Donc, surtout, c'est les personnes, en fait, qui vivent difficilement le changement. Et on les a accompagnés rapidement pour les aider soit à rehausser les compétences si le champ d'exercice n'était pas occupé pleinement ou encore s'il y avait d'autres enjeux qui les préoccupaient personnellement. Quand je parle de personnel, on parle aussi des adjointes administratives parce que c'est elles qui intègrent les trajectoires de soins. Donc, pour elles, en plus, on devait les créer parce que c'était tout nouveau, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, on a fait des rencontres d'équipe et individuellement avec tous les intervenants qui en ont eu besoin. Le plan de formation continu pour l'ensemble de l'équipe a été établi. L'accompagnement interne et avec l'équipe des gestionnaires a été planifié et on s'est ajusté continuellement. Pour nous, depuis la pandémie, en fait, il y a eu un bon roulement de personnel et encore plus depuis l'automne 2022. Et c'est beaucoup en lien avec le type de poste temps complet, temps partiel que ça a eu un impact. C'est pour ça qu'un peu plus tôt, on vous mentionnait l'importance, si vous êtes capable, de mettre des postes à temps complet. Une étape importante, c'est d'outiller et former le personnel. Donc, dès que les trajectoires ont été mises en place, ça s'est fait graduellement, en fait,
entre le mois d'avril 2017 et le mois de juillet 2017. Et au fur et à mesure qu'on intégrait des nouvelles ressources professionnelles, on optimisait les trajectoires de soins pour l'accès aux usagers. C'est là qu'a pris toute son importance la place des adjointes administratives. Les 2 premières semaines, on s'est assis ensemble, on a écouté les demandes des patients pour les raisons de consultation jusqu'à temps qu'on trouve un tronc commun dans l'ensemble des principales demandes qui étaient faites et qu'on détermine quelle ressource professionnelle serait la mieux placée pour répondre aux besoins. Puis il faut tenir compte aussi de la nécessité pour les adjointes administratives de bien comprendre les mots qui sont utilisés par les usagers. C'est pas en place, elles sont pas en place pour faire de l'évaluation, seulement pour l'aiguillage. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé un langage dans les tableaux où on a mis les différentes raisons de consultation qui les rejoignaient et on a fait une annexe avec différents mots que les patients pourraient utiliser lors de la demande de rendez-vous pour les aider à bien saisir le besoin. On est toujours disponible pour elles, c'est super important qu'ils se sentent écoutés au niveau du secrétariat, surtout s'ils sont en doute pour voir comment ils doivent référer. Et la chargée de projet est la personne principale qui vont solliciter pour voir si le rendez-vous a été bien dirigé, mais ils ont aussi la latitude de contacter le professionnel visé. Donc, toute cette organisation-là doit être claire et tout le monde doit être bien formé pour bien le comprendre. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle ressource qui arrive à la clinique, on va parler du modèle Archimède et de sa philosophie. On va regarder les trajectoires de soins, les rôles des professionnels, les ordonnances collectives qui vont avoir besoin, comment fonctionne la collaboration interprofessionnelle, les attentes en termes de communication, de perception et comment on va prévenir les conflits. Ça, la communication, la transformation, l'adaptation au modèle sont les choses les plus importantes sur lesquelles on va mettre notre focus initialement parce que c'est pas tout le monde qui est prêt au changement. Et dans nos équipes, à tout moment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus résistantes au changement. Il faut savoir les identifier et les accompagner. Ensuite, il faut s'assurer que le type de suivi qui est développé est pertinent au milieu clinique et répond aux besoins de la clientèle et non pas en fonction des désirs des intervenants. Par exemple, on a parlé que la clientèle de la Basse-Ville de Québec est une clientèle avec des hauts facteurs de risque, beaucoup de complexité, population âgée. Donc, on développe particulièrement des suivis pour ce type de clientèle-là. Et on va aller quand même développer d'autres types de suivis si on pense au suivi des enfants ou des grossesses parce que c'est une clientèle visée aussi, mais on va répartir avec équilibre la diversité des types de suivi dans la clinique pour s'assurer de répondre aux besoins, mais aussi que la raison d'être d'un regroupement de professionnels permette de répondre aux complexités en priorité. Les autres professionnels de la clinique sont souvent les seuls représentants de leur profession, donc on va s'assurer qu'ils soient informés des mises à jour cliniques. Ils vont rester en communication avec des ressources professionnelles. Si on pense par exemple à la travailleuse sociale qui se situe dans d'autres GMF au CLSC ou dans d'autres équipes pour échanger sur la pratique ou faire du soutien en lien avec les pratiques, incluant les gestionnaires des établissements. C'est la même chose pour toutes nos ressources professionnelles qui sont seules dans la clinique. Si on prend par exemple le physiothérapeute, la nutritionniste, c'est des individus dont il y en a un seul présent à l'intérieur de la clinique. Donc, c'est important aussi de voir les formations pertinentes disponibles pour accompagner le personnel administratif et en tout temps, on va essayer de les intégrer dans l'ensemble des ateliers de formation, que ce soit la collaboration interprofessionnelle, la communication, les perceptions, la gestion des conflits ou toute autre formation pertinente au travail qu'elles auront à faire pour bien aiguiller les usagers. Le contenu sur la formation a déjà été abordé avec la diapositive précédente. J'ajouterais tout simplement que ce qu'on fait aussi particulièrement, c'est qu'on essaie beaucoup de faire la formation continue ensemble, soit à la clinique ou de se partager le contenu des formations qu'on a reçues à l'extérieur de la clinique. Notre objectif, c'est que l'ensemble des intervenants partagent le même message clinique, soit au même niveau par rapport à l'utilisation des lignes directrices,
pour que le message remis à l'usager soit le même par tout le monde. Et on tient à bonifier l'expertise pour répondre à une clientèle 0-100 ans pour l'ensemble du personnel de notre clinique dans ce qui est possible de faire, évidemment, si on pense, par exemple, parfois à certains intervenants qui travaillent aux services généraux et à qui on va demander de maintenir l'offre de service telle qu'elle est donnée dans un GMF dans une autre clinique. Lorsqu'on parle d'arrimer les trajectoires avec les partenaires, on pense aussi aux pharmacies, aux laboratoires et aux centres de radiologie. En fait, c'est comme pour n'importe quelle autre clinique, quand on a un nouvel intervenant qui arrive dans notre équipe, c'est important d'aviser tous ces endroits-là de l'arrivée d'un nouveau prescripteur pour s'assurer que les résultats vont revenir à l'intervenant qui, à l'origine, a prescrit soit la médication ou des prises de sang à un usager. La quatrième étape, c'est la mise en œuvre du plan d'action. Donc, les agents de changement, les leaders positifs qu'on a déjà identifiés vont vraiment contribuer au déploiement du modèle pour piloter le changement en faisant les adaptations nécessaires et en s'assurant d'être toujours à l'écoute de l'équipe pour répondre à leurs préoccupations, adapter le modèle et offrir le soutien approprié. Quand je parle d'adapter le modèle, en fait, la philosophie puis le fonctionnement doit demeurer le même, mais il faut permettre aux gens, selon ce que chacun est prêt à faire, d'évoluer avec le modèle. Donc, pour piloter le changement, il faut mettre en place des mécanismes de coordination, de contrôle et de monitoring pour s'assurer que le changement s'effectue et qu'il s'en va dans la bonne direction, puis être capable de faire les ajustements si c'est nécessaire. C'est dans nos rencontres qu'on va pouvoir le faire, en fait. Si on se rend compte qu'on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus d'opposition, ça va être nécessaire de bien l'accompagner et de mettre en place les personnes qui pourraient l'aider dans son cheminement. Et ici, on va parler notamment des gestionnaires. Quand on fait l'implantation du modèle, c'est pas un processus qui est linéaire. On en parle un peu depuis le début. Il y a des retours en arrière, on avance et on fait nos ajustements. Donc, les acteurs qu'on a identifiés qui font preuve le plus d'ouverture et de souplesse par rapport aux transformations, on va les mettre à contribution. C'est ça qui va nous aider aussi à mieux faire face à certains enjeux parce que il y en a vraiment continuellement. C'est pas une mauvaise problématique en soi. En réalité, c'est que le changement est quotidien là, dans nos vies. Et quand on fait un modèle nouveau, ça amène plus de transformation et ça crée de l'instabilité chez les gens qui sont bien quand il y a une stabilité fixe. Et c'est ça qui nous amène dans nos enjeux là, quand on fait la transformation de la clinique. Il faut leur laisser le temps, en fait, tout simplement. Il faut d'abord laisser le temps au modèle de s'implanter et le temps à ces gens-là. Puis, pour ce qui est du modèle, là, ça peut prendre 12 à 18 mois et c'est le temps, en fait, que ça prend aux gens pour s'adapter aux nouvelles modifications. Et c'est pour ça que le caucus group devient un incontournable. Un schéma de présence efficient est essentiel pour le bon fonctionnement de la clinique et le déploiement du modèle. Donc, chez nous, on est ouvert 7 jours sur 7, de 7h30 à 19h30, les fins de semaine et les fériés de 8h à midi, avec un ajustement pour la période des fêtes. Donc, les infirmières praticiennes font une rotation à tour de rôle. Donc, quand on est 4 dans l'équipe, on va faire une rotation aux 4 à 5 semaines. Et on fait toute une période de ce rendez-vous le matin et le soir. Les médecins, eux, vont assurer des gardes de fin de semaine en rotation, mais en tenant compte aussi de leur rotation à l'extérieur de la clinique. Ce qui fait qu'en général, à la clinique, il va y avoir un médecin chaque 4 ou 5 fins de semaine, selon vraiment les gardes extérieurs. Ils vont aussi être présents dans le sans rendez-vous en fonction des gardes extérieurs. C'est ce qui fait que leur présence est moins fréquente que l'infirmière praticienne. Pour ce qui est des infirmières cliniciennes, on a voulu rentabiliser l'utilisation de leurs services dans les suivis, surtout dans l'approche pour les problématiques de santé chronique. Donc, on a décidé que les infirmières cliniciennes ne travaillaient pas la fin de semaine, sauf quand c'est le médecin qui est de garde. Et la raison à ça, c'est tout simplement pour maintenir l'accessibilité aux patients
d'abord par une infirmière avant de passer à un médecin, dans le souci de maintenir notre rythme habituel. Et on va les faire travailler sur semaine dans les sans rendez-vous aussi. Ils ont une période le matin, une période le soir. On essaie d'être équitable aussi par rapport à ça et de faire une rotation d'équipe qui va permettre que la même personne n'est pas toujours dans les heures vulnérables ou dans les fins de semaine. Les autres ressources professionnelles habituellement travaillent sur semaine, mais ils peuvent être présents aussi en soirée selon les besoins de la clientèle. C'est elles qui décident en fonction des besoins des personnes qu'elles vont rencontrer. Donc, la composition de notre équipe en termes d'infirmières praticiennes tient donc compte du fait que c'est elles qui assurent la majorité des heures de couverture de la clinique. C'est comme ça qu'on avait demandé d'augmenter notre nombre à 6 personnes parce que faut prévoir aussi les périodes de vacances, les fériés, les congés prolongés. Si on est trop restreint et juste dans le nombre de personnes en fonction des heures d'ouverture qu'on veut avoir, s'il y a des absences, tout de suite, ça va apporter un impact. Ensuite de ça, c'est important, on l'a mentionné, de respecter le rythme de l'équipe. Donc, il faut donner du temps pour implanter le modèle et du temps pour s'approprier son rôle. C'est pour ça qu'on avait mentionné une période de 12 à 18 mois pour développer un confort dans le rôle et occuper pleinement le champ d'exercice. Donc, on avait parlé de soutenir les membres de l'équipe en lien avec la formation, mais il y a aussi, on avait mentionné beaucoup de mentorat et de préceptorat. Du fait de la diversité de notre équipe, il y a beaucoup d'expertise et c'est comme ça que les médecins, les infirmières praticiennes en soins de première ligne en santé mentale vont s'entraider pour des sujets spécifiques, notamment l'IPS en santé mentale qui va voir entre autres les patients plus complexes qui présentent des troubles mentaux ou encore pour établir les diagnostics en lien avec des personnes qui auraient consulté l'infirmière praticienne en soins de première ligne. Ensuite, les infirmières praticiennes en soins de première ligne ont aussi fait des mises à jour en lien avec des lignes directrices, entre autres, et l'expertise qu'ils ont acquise auprès de l'équipe à différents niveaux. Ils ont aussi effectué du préceptorat au niveau de la démarche clinique, de l'examen physique et de la note d'évolution en lien avec nos collègues infirmières cliniciennes. Les infirmières cliniciennes ont apporté du soutien par leur force pour certains types de suivis spécifiques, notamment le diabète, les troubles cognitifs ou l'anticoagulothérapie en début de projet en 2017. Les IPS en santé mentale et première ligne partagent chacune leurs forces respectives et leur complémentarité en ce qui touche la santé physique et la santé mentale, et les autres professionnels qui vont offrir leur expertise spécifique à l'ensemble du groupe, par exemple pour le musculo-squelettique, notre collègue physiothérapeute. En ce qui touche à la coordination, il y a des stratégies de coaching qui ont été établies avec les gestionnaires du CIUS de la capitale nationale, la chargée de projet et les membres de l'équipe. Et une fois qu'on a identifié les personnes qui nécessitaient davantage de coaching, on a fait des plans spécifiques pour les accompagner, soit en lien avec des compétences ou des tâches spécifiques, donc propres à chacune des personnes dans notre équipe. Et finalement, au niveau de la gestion, on a du support, en fait, là, si on avait mentionné des problématiques à l'interne, où est-ce que la chargée de projet pourrait, avec l'équipe, identifier des sujets à travailler qui nécessiteraient l'expertise des gestionnaires. Donc, ils sont présents pour nous directement en lien avec notre équipe à la clinique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a aussi sollicité des ressources spécifiques pour la gestion en lien avec la collaboration interprofessionnelle et le risque de développer des problématiques internes. Quand on parle de mettre en place des moyens de communication modulables en fonction de l'avancement de l'implantation, on parlait d'utiliser les moyens avec souplesse. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir particulièrement des différentes rencontres qu'on a faites, c'est que parfois on peut penser que le temps qu'on consacre aux rencontres d'équipe ou de groupe gruge du temps qu'on aurait pu consacrer aux usagers. Par contre, la communication, l'identification des enjeux, la recherche précoce de solutions permet de faciliter l'implantation à court et moyen terme et c'est extrêmement bénéfique tant pour nous au niveau de l'équipe que pour les usagers, familles et proches. Ainsi, toutes les rencontres qu'on a faites
nous ont aidés à trouver des solutions gagnantes rapidement. On n'a jamais senti que c'était trop. Au contraire, on devenait plus efficace. Donc, le temps qu'on investit à faire ces rencontres-là devient bénéfique parce que justement, on évite de laisser traîner des enjeux qui éventuellement vont au contraire retarder énormément l'approche de soins qu'on va offrir à la clientèle. Archimède est un milieu propice pour développer une offre de stage parce qu'on est vraiment dans la collaboration interprofessionnelle optimale, mais aussi où chacun occupe pleinement son champ d'exercice. Donc, on a beaucoup à transmettre à nos stagiaires. Par contre, on vous suggère d'attendre 12 à 18 mois après l'implantation avant de le faire parce que déjà à l'interne, on a des professionnels qui sont à développer l'expertise, à s'assurer qu'ils occupent pleinement le champ d'exercice, à maîtriser la philosophie du modèle. Donc, on ne veut pas les surcharger au départ. Par contre, à partir de 12 à 18 mois, la majorité des personnes sont prêtes. Et chez nous, on a débuté après 12 mois notre offre de stage. On a reçu des stagiaires, autant physiothérapeutes, kinésiologues, psychologues, travailleurs sociaux, nutritionnistes, des infirmières cliniciennes, des infirmières praticiennes en première ligne et en santé mentale. Il y a uniquement à ce jour des étudiants en médecine qu'on n'a pas encore reçus, mais c'est uniquement parce que les médecins, quand ils sont arrivés à la clinique, les nouveaux, sortaient de l'université. Ils ont beaucoup de prêmes, le temps de l'intégration de leur travail avec les prêmes, de construire eux-mêmes la clientèle. Le moment n'était pas opportun, mais c'est une avenue qui est ouverte et qui intéresse les médecins qui travaillent à la clinique. Notre plan de développement actuellement, c'est le plan de pérennisation depuis 2022. On a pratiquement complété, en fait, toutes les interventions qu'on voulait au niveau du projet. Ce qui nous reste à faire, c'est de créer un comité d'amélioration continue. Évidemment, on y travaille beaucoup par le caucus group, mais on veut le formaliser et on l'a intégré au plan de pérennisation. Dès qu'il y a un nouveau professionnel qui s'intègre dans notre équipe, il va être accompagné dès son entrée. On l'a déjà mentionné plus tôt. Il y a l'intégration habituelle aussi qui est offerte par le SUS Capital National. Et à l'interne, on va toujours recevoir la personne. Il va avoir la directrice administrative qui va expliquer le fonctionnement de la clinique. Il va avoir la chargée de projet qui parle de la philosophie du modèle et qui revoit, entre autres, la démarche clinique dépendamment du type de professionnel. Les médecins vont rencontrer aussi chacun des intervenants pour parler du modèle et parler aussi de leur intégration et de la disponibilité des médecins pour les questions qui pourraient arriver de façon quotidienne ou hebdomadaire. Et le gestionnaire du SUS Capital National fait aussi une rencontre pour toutes les technicalités usuelles en lien avec l'établissement. Il va aussi faire le lien avec nous à la clinique pour que nous, on soit en mesure de faire un plan d'intégration à la clinique même. La formation sur la démarche clinique, c'est dès la première semaine, en fait, qu'elle va être faite au niveau des infirmières cliniciennes et rapidement, on va la jumeler avec ses collègues qui vont l'aider à peaufiner sa démarche clinique et c'est là qu'on amorce le préceptorat. Les PSPL accompagnent de façon assez présente et importante là, les infirmières cliniciennes pour peaufiner le questionnaire, l'examen physique, un accompagnement en suivi ou dans les 100 rendez-vous. Et il y a un pairage qui va être établi avec l'intervenant du même rôle dès le premier jour. Pour ce qui est des travailleurs sociaux et des autres ressources qui sont uniques à la clinique, ils ont aussi un plan de gestion de formation qui va être établi avec l'intervenant et il va avoir des contacts faits avec un pairage, en fait, avec un professionnel dans un autre établissement, soit en CLSC ou en GMF. Les intervenants sont immédiatement intégrés dans les caucus groupes le premier mardi qui va suivre leur entrée en fonction pour s'intégrer tout de suite dans l'équipe et aussi pour apprendre à connaître les autres professionnels. Archimède a été suivi par une équipe de recherche en 2 phases, soit avant et après la pandémie. Dans la phase 1, la recherche a débuté en 2018, presque 1 an après le début de l'implantation.
Le rapport de recherche a été publié en janvier 2023. Il y a des indicateurs complémentaires qui ont été répertoriés. Il y a des données supplémentaires, entre autres, qui ont été extraites des rapports de la RAMQ, les rapports 8 et 8C. Par exemple, pour aller chercher le nombre d'inscriptions, le taux d'assiduité, les visites à l'urgence ou encore d'autres informations similaires. La phase 2, elle a été amorcée en 2022. Dans le fond, ce qu'on vous recommande, c'est de répertorier vos propres indicateurs et de vous assurer de les répertorier aussi en incluant toutes les données complémentaires qui pourraient influencer les résultats. En cas de difficulté en cours d'implantation, ça va être important d'identifier la cause. Pour l'équipe médicale Saint-Vallier, les principaux enjeux qu'on a eus, c'est la gestion du changement. Là, comme on mentionnait, tout le monde n'est pas prêt immédiatement à faire des nouveautés, même s'ils s'intègrent dans un projet qui est novateur. Et on a aussi eu l'inconfort qui était lié au désir ou non d'occuper pleinement son champ d'exercice et la raison de consultation pour laquelle la personne a décidé d'appliquer sur le poste en soi. En fait, pas la raison de consultation, mais la raison. Il y a aussi eu un impact lié au corporatisme externe à la clinique, la mécompréhension du modèle, la confusion entre le modèle Archimède et le cadre de gestion GMF. Et il y a eu la confusion entre le modèle Archimède et des impairs qui étaient liés au roulement du personnel. Donc, c'est important de planifier et de s'assurer, en fait, de ne pas répéter les mêmes niveaux de difficulté qu'on a pu avoir. Vous allez donc pouvoir vous procurer le rapport de recherche. Ensuite, il y a aussi les indicateurs pour mesurer les résultats. Nous, au déploiement du modèle, on a constaté aussi que la durée des visites n'était pas nécessairement garante du niveau d'accessibilité. Donc, on a vu notre taux d'assiduité augmenter et se maintenir au fil du temps, même si on n'avait pas tout le personnel qui était prévu au projet initialement. Donc, c'est intéressant de constater qu'il n'y a aucun intervenant aussi qui cédule des rencontres inférieures à 30 minutes et que malgré ça, notre taux d'assiduité est excellent. Actuellement, même si on manque du PSPL, notre taux se maintient autour de 89%. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le taux d'assiduité, c'est le pourcentage de patients qui vont aller consulter ailleurs de la clinique plutôt que dans notre clinique, donc les accès qu'ils ont pu recevoir. Alors, un résultat de 89% veut dire que 89% du temps, les usagers ont eu accès à nos services et 11% du temps, ils ont dû consulter à l'extérieur de la clinique. Des exemples d'indicateurs qui pourraient être suivis pour mesurer les retombées, ça serait justement l'accessibilité, le délai pour avoir un rendez-vous en 24-48 heures et moins, la prise en charge en cas de départ à la retraite d'un médecin ou d'un départ pour un congé prolongé ou de maternité, le taux de satisfaction de la clientèle. Finalement, il faut communiquer les retombées à l'équipe. De notre côté, on le fait lors des caucus. On a fait un suivi des retombées de la recherche aussi auprès de l'équipe interprofessionnelle avec des rencontres par période pour expliquer les résultats à l'ensemble de l'équipe et répondre à leurs questions. Donc, c'est très important pour la motivation. Et ensuite, on leur a toujours parlé, par exemple, s'il y avait des articles qui étaient rédigés, des conférences qui se donnaient au niveau national, international, des abstracts qui étaient conçus dans le but de présenter dans certains congrès, dans le but de maintenir la motivation et de s'assurer que toute l'équipe reste unie par rapport à ce qu'on fait à l'intérieur de la clinique. En conclusion, on peut penser que tous les professionnels veulent occuper pleinement leur champ d'exercice, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est très important de bien le préciser au niveau des affichages de postes pour faire la sélection des personnes qui veulent vraiment travailler au niveau d'un modèle novateur. Nos stratégies gagnantes ont été de bien identifier nos leaders positifs et de les intégrer pour faciliter la mobilisation de l'ensemble des groupes professionnels, consolider la structure de gouverne et bien établir le rôle de chacun, revoir le modèle et les orientations avec l'équipe et maintenir le cap. Ça nous a pris à plusieurs reprises, en fait, au cours des 18 premiers mois. Il a fallu revenir sur le sujet et on y revient encore régulièrement quand il y a du mouvement de personnel. Un élément essentiel dans le modèle Archimède, c'est que chacun ne peut pas faire sa petite affaire chacun de son côté. Le travail d'équipe est essentiel.
Donc, on se le dit dès le départ et on tente de persévérer en tout temps à ce niveau-là. Et selon le milieu où vous implantez Archimède, il faudra vraiment penser à la composition de votre équipe pour couvrir la totalité des heures d'ouverture sans ramener incessamment toutes les mêmes personnes constamment dans les heures défavorables. Depuis quelques années, les infirmières praticiennes sont légitimées d'effectuer les présences pour couvrir les heures d'ouverture. Donc, cet enjeu-là ne sera plus existant dans les modèles que vous allez faire actuellement et c'est ce qui fait en sorte, entre autres, qu'on peut déployer le modèle dans n'importe quel type de clinique. Alors, j'espère avoir bien répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les médecins qui ont cru au modèle pour qu'on puisse le créer, le déployer, tous les membres de l'équipe interprofessionnelle administrative du GMF Saint-Vallier qui se sont investis au fil des années, l'établissement Suisse Capital National de nous avoir accompagnés dans le projet et surtout les citoyens partenaires qui ont été présents en tout temps et qui nous donnent une rétroaction quasi quotidienne dans les différentes rencontres avec nous, chacun des intervenants de la clinique. Donc, un merci à tous et au ministère de nous avoir permis de déployer le modèle Archimède. Bonne journée à tous.